Face aux parlementaires réunis en congrès, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a fait l'état des lieux sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC. Pour le chef de l'État, il ne s'agit pas d'une rébellion interne, mais une agression par procuration en accusant le Rwanda de soutenir militairement le M23. On écoute le président de la République. Tenant compte à chaque fois de la dynamique changeante du théâtre des opérations, j'ai engagé une reconfiguration en profondeur de notre dispositif de défense avec la réorganisation de certains commandements opérationnels, le redéploiement de moyens sur les fronts prioritaires, le renforcement du renseignement et une lutte résolue contre les réseaux de contrebande qui financent la guerre. Ces efforts s'accompagnent d'une réforme structurelle du secteur de la sécurité destinée à professionnaliser davantage l'armée, améliorer la condition du soldat, renforcer la discipline et prévenir toute forme d'abus contre les civils. Nous ne tolérons ni les crimes des groupes armés, ni les dérives de ceux qui portent l'uniforme de la République. 4 priorités s'imposent désormais à notre action. 1. Obtenir le retrait total et vérifiable de toute force armée étrangère opérant sur notre territoire, qu'elle soit officielle ou dissimulée derrière des groupes relais. 2. Couper les circuits financiers et logistiques de la violence en éradiquant l'exploitation illicite de l'or, du coltan, du cobalt et d'autres ressources, ainsi que la contrebande qui alimente ces réseaux. 3. Assurer la protection effective des civils, en particulier des femmes et des enfants, et garantir l'accès humanitaire aux zones affectées. Et enfin, 4e priorité, ancrer la paix dans la durée, en combinant fermeté sécuritaire, relance du développement local et démarche de réconciliation au plus près des réalités de chaque communauté. Félix Tshisekedi a reçu en audience le gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka, pour évaluer la situation préoccupante des tensions qui opposent les exploitants artisanaux aux détenteurs privés de concessions minières. Soucieux de préserver la stabilité dans cette province stratégique, le chef de l'État a donné des instructions claires en vue d'un apaisement rapide du conflit. Un reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Depuis quelque temps, une tension est observée sur des sites des sociétés minières privées de la province de Lualaba à cause de la présence des creuseurs artisanaux. Préoccupée par cette situation, la gouverneure de la province de Lualaba, Fifi Masuka, est venue faire part au chef de l'État de cette situation et obtenir du garant de la nation des orientations pour apaiser la tension. La gouverneure du Lualaba a affirmé avoir proposé au chef de l'État une feuille de route dans les soucis de trouver des solutions afin de caser tous les artisanaux qui envahissent des sites miniers privés. L'artisanat en RDC, c'est une activité qui est légale, mais ils ne doivent pas être dans les sites qui sont les sites des sociétés privées, ils doivent être dans les zones d'exploitation artisanale. Et le travail est en train de se faire par les instructions du président de la République. Nous faisons un travail avec le ministre de Mines, avec le conseiller, avec les directeurs des CAMI pour trouver très très rapidement la solution par rapport à tous ces artisanaux qui envahissent les sites privés. Sur instruction du chef de l'État, affirme-t-elle, un travail est réalisé actuellement avec toutes les parties prenantes, notamment les ministres des Mines, pour trouver très rapidement la solution relative à cette situation.
Madame Fifi Masuka a tenu à préciser que le directeur général du service d'assistance et d'encadrement des mines artisanales et de petite échelle, SAEMAP, qui est le service gouvernemental de la RDC dédié au soutien aux mineurs de cette catégorie, et un partenaire clé de l'ITS-CI sur le terrain. Le travail s'est fait avec tout le monde. Les DG de SAEMAP étant sous la direction du ministre de Mines, le ministre des tutelles, et c'est lui qui participe au niveau de la réunion dont lui-même l'autorité suprême l'a décidé. C'est le ministre de Mines, c'est les directeurs généraux de CAMI, c'est la province, ainsi que le conseiller qui sont en train de travailler, les DG de la GECAMINE. Au besoin, on associe pour information les autres services dont SAEMAP, mais tout se déroule très très bien. Nous pensons dans un bref délai, nous allons trouver des solutions afin que la SAEMAP, qui est en charge des artisanaux, puisse bien guider tous ces artisanaux, ainsi que la province, afin de pouvoir sécuriser la province du Lualaba. En attendant une issue définitive, une très grande partie des creuseurs artisanaux qui occupaient illégalement les sites des sociétés minières privées, notamment celui des KCC, ont été dégagés. Dernier développement de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a fait une communication sur la situation dans l'axe Kamanyola-Ouvira. Patrick Mouyaya s'est exprimé quant à ce sujet. La situation qui se passe dans la partie est de notre pays est inacceptable, surtout après la signature de l'accord le 4 décembre dernier. Il y a 2-3 jours, on a déjà commencé à communiquer sur ce qui se passe dans l'axe Kamanyola-Ouvira en province du Sud Kivu. Vous avez suivi que hier, nous avons été autour de la Première ministre pour faire le point du sujet, et les constats est malheureux parce que nous avons plus de 200 000 compatriotes qui sont déplacés. Je ne compte pas les stocks de 7 millions des déplacés que nous avons déjà pour d'autres conflits, et principalement pour les agissements du Rwanda à travers le RDF. Et donc ce soir, nous sommes encore malheureusement dans la difficulté de vous dire que plusieurs compatriotes ont perdu la vie. Beaucoup d'autres sont blessés parce que vous savez que depuis les dimanches derniers, à la suite d'ailleurs du communiqué de l'armée, nous avons fait les points des bombardements et des attaques qui partent du territoire rwandais. Bugarama, et qui ont des cibles notamment de structures civiles, des hôpitaux, des centres de santé, des maisons d'habitation. Ces attaques qui se font avec des engins de la mort, il y a par exemple des drones qu'on appelle kamikazes, des drones suicides qu'on largue aveuglément et qui tuent beaucoup de compatriotes. Et vous savez que généralement pour nos forces armées de la République démocratique du Congo, dans les règles d'engagement, nous tenons compte de plusieurs choses, notamment le fait que c'est sur notre territoire que ces violences se font, et ce sont nos compatriotes qui perdent la vie ou qui sont blessés. Au moment où je vous parle, on a au moins déjà recensé 83 blessés. Et ça, c'est sur des chiffres d'il y a 2 jours. Je crois que ça devrait évoluer. D'ailleurs, d'ici la fin de la soirée, on aura des éléments parce que je voulais justement avoir davantage d'éléments de terrain pour pouvoir faire cette communication, parce qu'il faut signaler que la situation s'est particulièrement détériorée à Ouvira. Parce que, comme nous le savions déjà depuis plusieurs jours, il y a une violence inouïe qui s'est fait sur terrain et qui est portée directement par l'armée rwandaise dans l'objectif de s'aimer la mort et la désolation. Et donc, ce soir, on attend évidemment d'avoir un autre point plus complet de la situation du gouverneur Pouroussi tout à l'heure, mais je dois vous dire que nous avons été, le président de la République, la première ministre, tout le monde mobilisé pour suivre la situation des présidents. En mission à Abidjan pour l'investiture du président ivoirien, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, a renforcé la diplomatie parlementaire congolaise. En marge de la cérémonie, il a pris part à une réunion quadrilatérale de haut niveau et a interpellé ses homologues sur la situation dramatique dans l'est de la RDC. Anim Balaka.
Et autour de la table, on a évoqué certaines questions d'intérêt commun. Nous sommes tous parlementaires et nos pays font face à plusieurs défis communs, que ce soit les défis environnementaux. Pour nous, en Afrique, il y a encore des défis de la bonne gouvernance. Et pour la RDC, de manière particulière, nous avons la question de l'insécurité à l'Est. Et donc, nous nous sommes convenus que nous pouvons agir ensemble, nous rapprocher davantage et agir ensemble pour avancer dans les réponses à ces différents défis. Par exemple, aujourd'hui, l'Est de mon pays fait face à une guerre injuste nous imposée par le Rwanda. Et donc, à travers nos parlements respectifs, nous pouvons, donc à travers la diplomatie parlementaire, agir pour amener le Rwanda à cesser de bombarder les civils au Congo, comme c'est le cas depuis 2-3 jours, mais aussi à faire avancer la paix qui va bénéficier non seulement la RDC, le Rwanda, mais toute la région du Grand Lac. Donc j'ai lancé un appel à mes collègues, à mes homologues, et nous nous sommes accordés qu'on va avancer sur ces agendas qui concernent la paix qui nous concerne tous, mais aussi sur des autres questions d'intérêt commun. Sachez que la plénière de ce mercredi à la Chambre basse du Parlement était consacrée sur l'examen du rapport de la Commission ECOFIN sur le projet de loi des finances 2026, centre hommage aux victimes de l'Est, restitution de mission à Washington et débat sur les enjeux sécuritaires. Les députés ont finalement adopté le budget de l'État pour l'exercice 2026. Images et commentaires dans nos prochaines éditions. Laurent Batoumona, autorité morale du mouvement de solidarité pour le changement, félicite le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour son discours sur l'état de la nation, notamment sur la paix dans l'Est. Il soutient les FARDC et appelle à l'unité et à la vigilance et au civisme pour protéger la partie Est du pays. Des précisions avec Renette Koulonga. L'adresse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'état de la nation vaut son pesant d'or pour la vie nationale des Congolais dans tous les secteurs. La population congolaise est appelée à l'unité nationale, à une conscience collective civique et patriotique, bien garder l'environnement propre et surtout rester vigilant pour défendre la patrie. C'est l'essentiel du message que l'autorité morale du mouvement de solidarité pour les changements, Laurent Batoumona Kandkam, a communiqué aux compatriotes congolais pour paraphraser le président de la République. Donc, le chef de l'État a été clair sur tous les sujets. Mais maintenant, là, c'est l'applicabilité. Le constat, il a fait. L'opérationnalité, c'est nous. Donc, nous, en tant que dirigeants, nous devons être à l'œuvre pour accompagner les chefs de l'État. Cette hygiène-là doit rentrer pour que la ville de Kinshasa devienne une ville propre. Rappelez-vous, à l'époque, j'avais parlé de Poto Moïndo. L'accord a été trouvé. Bravo au président de la République, parce que je l'ai dit, que sa brillante diplomatie a payé. L'union fait la force. Donc nous devons rester unis. Félicitations aux FARDC, comme le chef de l'État l'a dit, aux forces de la police, aux services de la sécurité qui font leur travail. Mais nous devons avoir une armée préparée. Donc nous devons reconstruire cette armée-là. C'est la vigilance parce que si on est distrait, on est avalé. L'objectif est de rétablir la paix à l'est du pays face à cette guerre injuste qui dure depuis plus de 3 décennies et de faire fonctionner les institutions de la République dans un climat de quiétude pour un Congo nouveau, meilleur, fort et prospère. Jeudi dans les titres, célébration ce mercredi 10 décembre de la Journée internationale des droits de l'homme à Kinshasa. Cette journée a été célébrée au Palais du Peuple avec comme thème national la reconnaissance des génocides congolais. C'était en présence du ministre des Droits humains, Samuel Bemba. Nadine Yango. Les droits humains, nos essentiels de chaque jour, tel est le thème décortiqué sur le plan international à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme. Sur le plan national, le thème choisi est la reconnaissance du génocide congolais, un acte de justice pour les victimes. Journée célébrée en République démocratique du Congo sous les hauts patronages du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avec l'encadrement de la première ministre Judith Suminwa.
Présent à cette cérémonie au Palais du Peuple de la Nation, le ministre des Droits humains, Maître Samuel Mbemba Kabouya, a dans son allocution salué les efforts consentis par le chef de l'État. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, que moi, ma collègue ministre de Genre, Famille et Enfants, avons réuni les défenseurs des droits humains, les organisations de défense des droits humains, et pour nous, en République démocratique du Congo, nous avons adapté ce thème pour parler de la reconnaissance des génocides congolais, actes de justice pour nos victimes. Plusieurs personnalités ont pris part à cette activité, notamment la ministre du Genre, Famille et Enfants, du directeur pays de BCNUDH, ainsi que du président de la Commission nationale des droits de l'homme. L'RDC et la Chine ont signé un accord de donation d'un bâtiment préfabriqué pour abriter le tribunal pour enfants. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre d'État de la Justice et l'ambassadeur de la Chine en RDC, Erudis Kitutu, pour plus de détails. Cet accord de coopération signé entre la RDC et la Chine en présence du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Guillaume Yefa et l'ambassadeur de Chine Zhao Bin vient renforcer une coopération déjà solide et ouvre la voie à des nouvelles initiatives. L'accès à la justice juvénile et rapprocher les services judiciaires. Accord portant octroi d'un bâtiment préfabriqué moderne destiné à l'installation du tribunal pour enfants au sein du ministère de la Justice. D'autres questions de coopération ont été évoquées entre l'ambassadeur de la RDC en Égypte, Jean-Baptiste Kassongo Musinga, et le ministre d'État de la Justice. Le renforcement de coopération judiciaire entre les deux pays, notamment en matière de formation, d'échange, d'expertise et de soutien technique aux institutions judiciaires. Enfin, une experte en lutte contre la traite des personnes a été également reçue par Guillaume Yefa. Cécile Meta est venue présenter au ministre d'État de la Justice un guide pratique conçu à l'intention des magistrats, officiers de police judiciaire, avocats et autres acteurs engagés dans la lutte contre la traite des êtres humains. L'outil vise à améliorer le mécanisme de prévention, de prise en charge et de répression de ce fléau. Une série d'activités qui confirment la volonté du ministre d'État de la Justice de renforcer son action dans l'amélioration de l'accès à la justice, la coopération internationale et la protection des personnes vulnérables. Pour une gestion efficiente des ressources humaines, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a doté l'inspection générale des finances d'un cadre organique. Le but est d'optimiser le rendement avec les ressources humaines de qualité. Nadine Kilocho, Cédric Kenena et Moki Maloma. Dans le souci de matérialiser la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de permettre à tous les services publics d'être au rendez-vous des résultats, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a doté ce mardi 9 décembre 2025 l'inspection générale de finances IGF en sigle d'un nouveau cadre organique. Nous ignorons l'importance que joue l'IGF dans notre pays, la marche de l'État. Le président de la République a émis le souhait de voir le gouvernement déployer des efforts conséquents pour lutter contre la corruption, le coulage des recettes, le détournement des deniers publics. On ne peut pas rendre cette ambition possible sans l'apport d'une IGF forte et outillée surtout par ressources humaines composées de personnes, des hommes et des femmes d'expérience. L'inspecteur général de finances, chef de service, Christophe Bitassimouin, qui a réceptionné cet outil moderne de gestion, s'est dit très satisfait. Le cadre organique, c'est un point de départ. Ça va nous permettre de gérer efficacement nos ressources humaines, dont nous allons renforcer la capacité pour qu'elles puissent être à même de supporter la vision nouvelle de l'IGF. C'est une étape très importante
Pour nous, c'était un impératif d'efficacité dans le travail, mais aussi un impératif de conformité aux normes. Cet outil moderne de gestion va permettre à l'IGF de remplir pleinement son rôle dans l'amélioration de la qualité de la dépense publique et de la mobilisation des recettes publiques. À Kinshasa, gouvernement, entreprises et sociétés civiles ont ouvert les travaux d'amélioration du rapport ITIE-RDC 2023. L'objectif, renforcer la transparence dans la gestion des ressources extractives. Reportage. Dans la capitale congolaise, les parties prenantes de l'initiative pour la transparence des industries extractives se retrouvent. C'est pour examiner et améliorer le rapport ITIE-RDC 2023. Cette réunion du pôle de Kinshasa réunit autour de la même table les représentants des entreprises extractives, des institutions publiques et de la société civile. Pour apporter des améliorations au projet de rapport qui nous a été présenté par le consultant qui a été recruté pour élaborer ce rapport. Déjà dès aujourd'hui, les parties prenantes ont déjà engagé la discussion sur le fond. Tout ce qui est comme amélioration sera remis au consultant le moment venu pour qu'il puisse intégrer ou pas intégrer selon son opinion afin qu'il nous présente le rapport pré-final qui doit obtenir l'adoption du comité exécutif avant sa publication, avant le 31 décembre 2025. Appuyé par le projet encore de la Banque mondiale et placé sous la tutelle du COREF, cette rencontre est la première étape d'une série de 10 réunions organisées simultanément dans 9 autres villes du pays. Elles ont toutes un objectif commun, renforcer la transparence et la redevabilité dans le secteur extractif national. Les propositions du pôle de Kinshasa seront elles aussi intégrées dans la version finale du rapport ITIE-RDC 2023 avant validation au niveau national. L'RDC accélère la modernisation de la gestion de ses recettes non fiscales. À Kinshasa, la deuxième phase du déploiement et de la formation au logiciel Logirad se poursuit. L'objectif, offrir aux agents publics un outil moderne pour une question plus transparente et automatisée des recettes administratives et domaniales. Patricia Ongo et Papi Mbongo. Deuxième phase du déploiement et formation sur les logiciels de gestion de recettes administratives et domaniales. La modernisation de la gestion non fiscale constitue la clé de voûte de cette session de formation organisée autour de l'utilisation du logiciel Logirad, une plateforme numérique mise en place pour encadrer les recettes au niveau du pouvoir central. Ce logiciel permet une meilleure traçabilité tout en intégrant plusieurs modules clés pour automatiser la chaîne de perception. En digitalisant, on vise comme objectif de raccourcir le délai de travail. On dispose des statistiques fiables et puis il y a la transparence dans l'exécution des tâches ainsi que la sécurisation de la recette. Une initiative qui s'inscrit dans la vision du gouvernement congolais, celle de renforcer la transparence et d'optimiser la mobilisation de ressources publiques grâce aux outils numériques. En fait, c'est vraiment la procédure manuelle qui a été transcrite sur le plan électronique pour faciliter le travail aux utilisateurs, des taxateurs, aux ordonnateurs, aux receveurs et les autres intervenants de la chaîne de la recette. Et enfin, c'est pour permettre plus au gouvernement d'avoir plus de moyens en termes de ressources internes. Une étape importante vers une gouvernance plus performante. Historique pour la province de la Chopo à Kisangani, le ministre d'État de l'Urbanisme et Habitat, Alexis Guizarro, a lancé officiellement les travaux de construction des logements sociaux décents dans la province pilote du projet. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités civiles et militaires. Jacques Mégy, Patrick Kachala, nos envoyés spéciaux. Kisangani, chef-lieu de la Chopo, est officiellement devenu la province pilote du programme national des constructions de logements sociaux décents. Truelles, mortiers,
chantier, pierre, acclamation, c'est la pose de la première pierre, cérémonie présidée par le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Alexis Guissaro Mouvouni. L'événement s'est déroulé en présence des autorités locales, civiles et militaires, dont le président du conseil d'administration de l'ACOPRIM, ainsi que de la population. 4 exposés ont rythmé la cérémonie protocolaire. D'abord, le gouverneur par intérim qui a donné le ton avec son mot de bienvenue saluant le choix de la Chopo. Ensuite, le directeur général de la société Congo-Océan, l'entreprise d'exécution qui a promis un travail de qualité et le respect de délais impartis. Puis les mots de circonstance du directeur général de l'ACOPRIM, Mika Kaemba Mukeba. Comme nous disons que c'est un projet R+3, il s'agit des logements qui entrent dans les styles des cités intégrées. Par exemple, au rez-de-chaussée, nous aurons des bureaux, des locaux commerciaux, une salle de musculation, un restaurant et une cour extérieure très bien arrangée, sans compris un local technique. Au premier étage, nous aurons 15 appartements qui vont occuper une superficie de 3170 mètres carrés, une salle polyvalente qui va couvrir une superficie de 800 mètres carrés et des buanderies. Au deuxième étage, nous aurons 15 appartements. Au troisième étage, il en va de même. Dans ce bâtiment, il y aura un patio, c'est-à-dire un espace intérieur aménagé pour pouvoir ventiler le bâtiment, mais aussi où nous allons planter aussi la verdure. Nous aurons un parking sur 100 mètres carrés pour les véhicules et pour les motos, nous aurons le parking sur 30 mètres carrés. Après 12 mois, nous allons retrouver un tel édifice en ces lieux qui va rehausser la valeur de la 3e ville du pays. Le clou de la cérémonie fut l'adresse du ministre d'État. Monsieur le responsable chef d'entreprise Congo-Océan, ce projet est un projet qui revêt la plus grande importance pour la ville de Kisangani. Nous vous demandons, au nom du gouvernement de la République et de la population de Kisangani, de respecter scrupuleusement le cahier de charges qui vous a été remis par l'Agence congolaise de promotion immobilière. Nous vous demandons de respecter les délais. Nous vous demandons de veiller à la qualité des ouvrages. Vous serez jugé en fonction du résultat que nous obtiendrons. L'apothéose a été atteinte avec la visite du site pour sensibiliser la population à libérer l'espace. Face à une agression qui menace sa souveraineté, la RDC appelle à l'unité. Le député national Jean-Marie Lukulassi invite la jeunesse quinoise à devenir la première ligne de défense citoyenne. Saluant l'accord de paix de Washington, Jean-Marie Lukulassi insiste sur la vigilance tout en conviant les jeunes à un rassemblement ce 28 décembre. Un reportage de Sandra Nyangui et Robert Kalimba. En saluant avec force la signature de l'accord de paix de Washington, l'honorable Jean-Marie Lukulassi a rappelé à la nation que cette avancée diplomatique majeure n'est pas une fin en soi, mais le début d'une nouvelle responsabilité collective. Il a félicité le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la diplomatie remarquable qui a permis d'y parvenir, tout en avertissant que notre pays, la RDC, encore agressé, ne peut se permettre de relâcher sa vigilance. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le grand rassemblement du 28 décembre prochain au stade Tata Raphaël. Un moment crucial pour informer, sensibiliser et mobiliser la population, particulièrement la jeunesse quinoise. À un grand moment où la RDC fait face à des menaces réelles, cette journée se veut un acte de cohésion nationale, un espace où chacun vient réaffirmer que la défense de la patrie est une cause commune. L'honorable Jean-Marie Lukulassi lance ainsi un appel solennel. Restons unis, restons debout, restons déterminés. Le 28 décembre 2025 doit devenir le symbole d'un peuple vigilant et rassemblé, prêt à affronter avec lucidité et courage les défis qui se dressent devant lui. Comment amener l'élite congolaise à reprendre sa place dans la bataille pour l'avenir et la souveraineté du pays? Une question qui a retenu l'attention du corps scientifique et des étudiants de l'Université pédagogique nationale réunis lors d'un forum marqué par l'intervention en visioconférence de l'analyste politique Charles Onana. Un reportage de Richard Kalala et Robert Kalema. Élite congolaise. Conscience nationale et appropriation de la lutte pour la libération de la RDC, thèmes sous lesquels ont convergé le 9 décembre 2025 étudiants, enseignants et chercheurs dans la salle de réunion du rectorat de l'Université pédagogique nationale, répondant ainsi à l'appel du département de relations internationales. Très vite, l'échange a dépassé le cadre académique. Ce qui devait être un simple débat s'est transformé
en véritable cri de réveil national, invitant l'élite congolaise à reprendre sa place dans la bataille pour l'avenir et la souveraineté du pays. La libération de la République démocratique du Congo partira de cette élite congolaise, comme ça a été le cas en 1960, et ça peut continuer. D'autant plus que l'agression de la RDC est continuelle et elle est permanente. Et donc la lutte doit également être continuelle, mais prise, n'est-ce pas, par l'élite congolaise. Voilà pourquoi il fallait conscientiser cette élite à se réapproprier la lutte de la libération de la RDC. Point culminant de la rencontre, l'intervention en visioconférence depuis Paris du chercheur Charles Onana, appelant à une réappropriation urgente de l'histoire nationale et à la mobilisation des élites pour défendre les intérêts vitaux de la RDC. Dans la salle, le politologue et journaliste Freddy Moulumba a suscité un vif enthousiasme en offrant aux participants le magazine Renaissance congolaise ainsi que l'ouvrage Holocauste au Congo. Un geste symbolique reçu comme un acte de conscience et d'engagement salué par l'ensemble des participants. Le corridor de Lobito doit être un moteur d'intégration économique des pays africains. La faisabilité de ce projet était examinée par le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, en séjour de travail en Abidjan. Un reportage de Dada Chabani. En quête de l'expérience ivoirienne dans les domaines des infrastructures, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a visité à Abidjan, en Côte d'Ivoire, plusieurs ouvrages réalisés par l'entreprise MSSZ, les routes et les laboratoires des travaux publics. Il a apprécié à sa juste valeur la qualité et la modernisation des infrastructures ivoiriennes. C'est pour lui un modèle d'investissement et d'expertise 100% africain. Il a saisi l'occasion pour inviter l'entreprise ivoirienne MSZ à venir investir à Kinshasa, au Lualaba et à Lubumbashi, et aussi d'assurer la formation d'ingénieurs congolais. Cette mission marque la détermination de la République démocratique du Congo à renforcer le partenariat entre pays africains. Le président de la République a une grande ambition pour les infrastructures de notre pays et il m'a mandaté de tout faire pour trouver des solutions pour que nous puissions offrir à notre peuple des infrastructures dignes. Avec une délégation de la Banque mondiale conduite par les directeurs de pôle infrastructure de l'Afrique de l'Est et australe, le ministre John Banzalunda a conféré avec son hôte sur les corridors de Lobito. Les deux parties tiennent à faire du corridor de Lobito un véritable moteur d'intégration économique sous-régionale et continentale. Pour le ministre John Banzalunda, l'apport de la Banque mondiale dans ce projet est capital, car le port de Lobito est un réel système de développement intégral qui va favoriser l'interconnexion avec d'autres voies africaines. Le front diplomatique s'intensifie davantage après Washington. La ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, est arrivée à Berlin, en Allemagne, pour présider la 9e session de négociation RDC-Allemagne. À cette occasion, la chef de la diplomatie a intensifié le plaidoyer en faveur de la République démocratique du Congo. Giscard Koussema nous en dit plus. C'est au siège du ministère allemand du développement BMZ à Berlin que la 8e session des négociations intergouvernementales entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne a été ouverte le lundi 8 décembre dernier par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale, francophonie et diaspora congolaise, Madame Thérèse Kaikwamba Wagner. La partie allemande, quant à elle, était conduite par la secrétaire d'État parlementaire. Cette session a permis aux deux parties d'aborder des questions dans des domaines clés de l'eau, de l'énergie, de l'agriculture, des mines et de la santé. C'est ce qui explique la présence aux côtés de la chef de la diplomatie congolaise, du ministre des Mines Louis Watoum et de plusieurs experts de chaque secteur. Au cours de cette session, les discussions ont porté sur deux axes principaux, à savoir la paix et la cohésion sociale et la préservation des bases naturelles de la vie. Au cours de la même journée, la ministre d'État s'est entretenue avec M. Andreas Michaelis von Gehr, ministère fédéral des Affaires étrangères de l'Allemagne. Les échanges ont porté sur les renforcements du partenariat bilatéral ainsi que sur les efforts régionaux en faveur de la paix dans la région des Grands Lacs, conformément aux accords de Washington.
Les deux responsables ont également évoqué la recrudescence des violences à Uvira dans les Sud Kivu et leurs conséquences humanitaires. Poursuivant sa mission officielle, Madame Thérèse Kaikwamba Wagner a rencontré la ministre fédérale allemande de la coopération économique et du développement, Madame Rim Alabali Radovan. Les discussions ont porté sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC et l'accès des populations aux premiers soins. La réouverture sécurisée de l'aéroport de Goma, les rôles de l'Allemagne en tant que présidente du groupe de contact international et l'importance d'un plaidoyer continu lors de la réunion du 15 décembre, la prise des positions allemandes lors du Forum Global Gateway et les perspectives du Forum économique du 10 décembre organisé en marge des négociations intergouvernementales. Cette rencontre a permis de consolider l'orientation stratégique du partenariat RDC-Allemagne, articulée autour de la sécurité, du développement et du renforcement des investissements. En nouvelle, nous venons de l'apprendre de Georges Cauchy, secrétaire général aux ITP, la commission interministérielle en charge de la matérialisation de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les tracés de rocade sud-ouest et sud-est de la ville de Kinshasa, rappelle à l'attention des personnes affectées par le projet et actifs à exproprier, de planifier et de négocier les indemnisations ainsi que d'établir les rapports y afférents qu'elle transmet aux autorités compétentes. La commission interministérielle invite les personnes affectées à se rapprocher de la commission et réaffirme son engagement à la transparence dans la gestion des différends dans ce dossier. Le sénateur Dani Banza a eu un contact direct avec la population de Kisenga dans la province du Lualaba. Ce dernier les a sensibilisés sur l'amour de la patrie et la cohésion nationale. À cette occasion, un mémorandum contenant les desiderata de la population lui a été remis. Images et commentaires dans nos prochaines éditions. Et puis les membres de la plénière des deux commissions chargées de l'organisation du congrès extraordinaire et de la rédaction du nouveau statut de l'UDPS se sont exprimés pour fixer l'opinion sur le bon déroulement de leurs travaux. Un reportage d'Alain Bikaï. Nous, membres de la plénière des commissions préparatoires et de rédaction des statuts révisés de l'UDPS Tshisekedi, venons tristement de lire une correspondance datée du 2 décembre 2025, adressée par un groupe de participants aux travaux à monsieur le coordonnateur de la commission spéciale chargée de la rédaction des statuts et ses collaborateurs du bureau. Dans les concerns, ce groupe de 6 signataires de la lettre évoque un certain dysfonctionnement dans le déroulé des travaux liés au statut. Ils ont pris soin de réserver une copie de leur pamphlet, notamment à la haute autorité de référence. À la lecture de cette fameuse correspondance, la plénière des deux commissions note et déclare ce qui suit. Les 6 signataires de la missive ne représentent pas une masse critique susceptible de renverser la position des 132 membres restants de la commission spéciale de rédaction des statuts révisés du parti. Dans un jeu démocratique, la minorité doit accepter la position de la majorité et celle-ci doit avoir de la considération et du respect pour la minorité. Dans les cas présents, les groupes de 6 participants veulent imposer leur projet de statut à la majorité des 132 autres participants qui n'y ont pas adhéré. Après le Congo central, la province du Kasaï adopte à son tour la digitalisation des recettes de l'État. Cette modernisation vise à sécuriser les opérations financières et maximiser les revenus publics. Les autorités provinciales saluent une avancée majeure dans la transparence et efficacité dans la gestion fiscale. Un reportage de Jean-Pierre Dolodemazou. La province du Kasaï a lancé officiellement la digitalisation intégrale de sa chaîne des recettes provinciales. À cette occasion, les autorités ont également validé le plan stratégique pour la maximisation des recettes, la reconstruction socio-économique et la digitalisation de la gouvernance provinciale. La directrice générale de la DGRCAS a souligné les faiblesses du système fiscal actuel et salué
l'arrivée de la solution numérique Codinet qui permettra une gestion intégrée et en temps réel des données fiscales. Le ministre provincial des Finances a rappelé que la digitalisation est indispensable pour sécuriser les recettes, lutter contre la fraude et doter la province d'informations fiables pour planifier son développement. Le PDG de Codinet Group SA, Patrick Dodi Faradja, a présenté cette innovation comme une démarche visant à moderniser la gestion publique et à intégrer le Kasaï dans l'économie numérique nationale. Le gouverneur a pour sa part affirmé que cette réforme s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et vise une gouvernance plus transparente et performante. J'avais pris l'engagement solennel dans le volet de la gestion des finances publiques provinciales, celui de la digitalisation de l'administration fiscale dans l'administration financière provinciale, de lutter contre les circuits d'évasion et coulage des recettes et des détournements des deniers publics. Avec cette initiative, le Kasaï s'engage dans une nouvelle ère de modernisation, de discipline financière et de gouvernance. Ce journal a été rédigé par Gauthier Kiassi et Richard Kalala sous la direction et supervision d'Oscar Mbalkaï. Jean-Angèle Mabiala était à la coordination. Rodé Panda, Ramadan Poki et Derek Silomou l'ont réalisé pour vous.